Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à prospecter en 2026 si vous êtes un freelance dans la tech ou dans l'industrie qui est expérimenté? Il y a de grandes chances que ça vienne de votre positionnement, de votre proposition de valeur. Et c'est ce qu'on va voir dans cet atelier. Justement, cet atelier, il est applicable pour des profils expérimentés, donc soit des profils qu'on appelle fractional, donc des CTO, des DSI, des Head of, des RSSI, etc. Ce genre de profil s'appelle aussi des profils à temps partagé ou as a service. Donc c'est surtout applicable pour ce genre de profil parce que c'est les personnes avec qui je travaille dans le cadre de mon programme d'accompagnement, mais il peut aussi servir pour des freelances dans la tech ou dans l'industrie qui sont pas forcément dans ces cases. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à prospecter une fois de plus? C'est sûrement dû à votre positionnement, à votre proposition de valeur qui est pas assez solide. On va voir ce qu'on appelle solide. Tant que vous n'avez pas une proposition de valeur, un positionnement qui est solide, ça sert à rien du tout de prospecter ou même de créer du contenu ou de lancer quelques stratégies d'acquisition de clients que ce soit, parce que vous allez balancer un coup d'épée dans l'eau, vous allez viser ultra large, vous allez vous épuiser, ça va servir à rien du tout. Donc on va regarder ça. Il faut bien comprendre un truc. En prospection, il y a 5 choses qui sont importantes. Dans un premier temps, le positionnement, la fondation de la prospection, c'est-à-dire l'alignement entre le problème, puis la cible et un élément de timing. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder plusieurs propositions de valeur en cadre de positionnement et je vais vous expliquer lesquelles sont bien, lesquelles sont moins bien et comment vous pouvez vous améliorer, enfin, en tout cas la vôtre, comment vous pouvez l'améliorer. Tout le reste sur le timing de prospection, canal de prospection, point d'entrée dans l'entreprise, message de prospection, tout ça, j'en ai fait l'objet d'une autre vidéo que je peux vous mettre à disposition. Si vous voulez, vous m'envoyez simplement un petit message ou je la mettrai peut-être en lien quelque part sur la présente vidéo. Donc, le positionnement. Le positionnement, c'est extrêmement simple. Rappelez-vous, quand on est d'un profil fractional, quand on est un profil de type part-time, etc., on va surtout viser des boîtes de type start-up, PME, pour aller leur proposer nos offres de services. Nos offres de services, elles découlent d'un positionnement et d'une proposition de valeur. Notre proposition de valeur et nos offres de services, c'est extrêmement simple. Elles sont là pour faire passer un prospect d'un état A à un état B. Ce qui sépare l'état A de l'état B, c'est le problème qu'ont les personnes de votre cible. Et ce qui va corriger le problème qu'ils ont entre l'état A et l'état B, c'est votre offre. Et plus spécifiquement, moi, ce que je vais mettre en place aux personnes que j'accompagne, une constellation d'offres que j'ai appelée un PCA, qui est spécifique pour les profils de type fractional. Donc, votre proposition de valeur, elle est sûrement, si vous regardez votre profil LinkedIn, sous votre prénom et votre nom. Il y en a beaucoup qui commencent par GED, etc. Peu importe d'ailleurs par quoi ça commence. Je vois des fois des freelances qui me disent, ah, j'en ai marre de voir des trucs GED, j'ai pas envie de commencer par GED. Peu importe, c'est juste un support pour expliquer ce que vous faites en une phrase. Une seule phrase. Pas un paragraphe de 50 lignes en une seule phrase. Donc il y a plusieurs façons de formaliser ce positionnement. Je vous en ai mis ici quelques-unes. Ça tourne toujours autour des mêmes types d'informations, de la typologie de clients, du secteur, si ça a du sens, le type de problème que vous résolvez, la méthode spécifique que vous pouvez utiliser pour résoudre ce problème, ce qu'on appelle aussi un mécanisme unique, les impacts positifs ou négatifs de résolution de votre problème pour votre client, etc., etc. Je vous laisserai mettre une pause sur la vidéo si vous voulez regarder les différentes typologies, mais elles sont reflétées plus tard dans les exemples que je vais vous donner. Les problèmes récurrents que je vois tout le temps sur les propositions de valeur que je trouve sur LinkedIn, c'est toujours les mêmes. Je fais d'accompagnement de façon officielle depuis 2022 et officieuse depuis 2013, et c'est toujours les mêmes problèmes que je retrouve. Soit la cible elle n'est pas assez spécifique, elle est trop large, on ne sait pas ce que c'est, soit elle n'est pas facilement adressable, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à trouver cette cible, soit le problème que vous vendez, justement, que vous adressez n'est pas assez douloureux pour votre cible. J'aime bien donner l'exemple d'un problème de type résolution de dette technique pour des boîtes qui sont ultra early stage. Est-ce que c'est douloureux? Je sais pas. Comme vendre de la glace à un esquimau, hein, pas forcément très utile. Ou alors votre problème, il n'est pas formulé correctement. On comprend pas trop ce que vous voulez dire. Okay. C'est vraiment les 4 gros problèmes qu'on voit souvent dans les propositions de valeur. Donc prenez votre profil LinkedIn, prenez votre tagline, votre proposition de valeur, et vous allez un petit peu pouvoir la challenger par rapport à tout ce que je vous dis. Donc là, j'ai pris plein de propositions de valeur sur LinkedIn et je les ai découpées, je crois, en 4 ou 5 catégories euh, pour vous expliquer ce qui ne va pas dans la majorité d'entre elles. Et bien évidemment, il y a une catégorie pour ce qui marche bien. Rappelez-vous, si votre proposition de valeur est bonne, donc là, il y a du travail à faire dessus, la prospection et toutes les stratégies d'acquisition clients derrière seront grandement facilitées. Donc la catégorie numéro un, ça c'est limite la plus grosse qu'on trouve sur LinkedIn depuis l'avènement des LLM, c'est les phrases creuses, les mots valises qui sont générés par les LLM. J'aide les entreprises à transformer leurs données en levier stratégique et alors, outil conscient, je pense que c'est un troll, hein.
Mais levier stratégique, ça c'est le mot numéro un des LLM. Ça veut rien dire. Aucun de vos prospects va s'exprimer comme ça. Et rappelez-vous, la règle numéro un des propositions de valeur, c'est qu'elle doit utiliser les mots qu'utilisent vos prospects quand ils expriment leurs problèmes. Sinon, ils vont pas comprendre. Ils vont arriver sur votre profil ou quand vous allez prospecter, ils vont pas comprendre les mots que vous utilisez. C'est pas formulé correctement, hein, un des gros axes ici de la formulation de votre problème. Et c'est bon. Fait les organisations à exploiter leurs données de façon optimale. Optimale, n'utilisez pas ce mot. Ce mot ne veut rien dire. Dans la majorité des cas, dans la majorité des scénarios, le mot optimal ne veut rien dire. C'est un mot valise, c'est un mot creux, c'est un mot qui est adoré par les LLM. Il ne veut rien dire. Dans certains cas, il peut vouloir dire quelque chose, mais c'est assez rare. J'ai les entreprises à transformer leurs données en valeur. Une fois de plus, une phrase creuse. On ne comprend pas ce que ça veut dire. J'aide les orgas à transformer leur façon de travailler pour maximiser leur potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du vide. C'est du vide. Pour maximiser leur potentiel, on a l'impression qu'on a un horoscope en face de nous. Voilà, vous êtes le lion. Voilà, aujourd'hui, vous allez maximiser votre potentiel. J'aide les entreprises à concevoir et mettre en place des solutions digitales innovantes et solides. Innovantes, c'est surfait comme mot, ça veut rien dire. C'est plus là pour brosser votre prospect dans le sens du poil, mais on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Solide. Solide de quoi? Chez les entreprises à transformer leur idée en solution robuste et efficace. Le mot robuste, tout le temps utilisé par les LLM, ça veut rien dire. Dans la majorité des cas, ça veut rien dire. Vos prospects s'expriment pas comme ça. Donc peut-être que vous, aujourd'hui, vous regardez cette vidéo et que vous avez une proposition de valeur avec des mots qui sont creux. La règle numéro un, elle est extrêmement simple et ça sera le cas pour toutes les autres catégories. Vous allez échanger avec des personnes de votre cible. C'est très important aussi. Votre cible, ce sont les startups early stage qui sont dans le domaine de la fintech. Ben, vous allez discuter avec des CEO de boîtes qui sont là-dedans parce que c'est des gens que vous allez prospecter plus tard. Vous allez creuser leurs problématiques et vous allez détecter la façon dont ils expriment avec leurs mots. C'est très important. Et vous allez vous rendre compte que c'est sûrement pas les mots qui sont sortis par les LLM. En tout cas, pas en 2026. Hein. Ça se trouve, dans 2 ans, ça sera parfait. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc celle-là, je pense, ça représente très honnêtement facilement 70% des propositions de valeur tech que je peux voir ou industrie que je peux voir sur LinkedIn. Donc c'est à bannir. Catégorie numéro 2, la cible trop large. Rappelez-vous, le positionnement, c'est principalement un couplage entre une cible que vous visez et un problème que vous allez adresser pour cette cible. Okay. Il faut qu'il y ait un lien et puis une adéquation entre la cible et le problème. Okay. Si votre cible est trop large, ça risque de poser des problèmes. Je vous explique. J'aide les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à piloter leur infrastructure. Donc il y a plusieurs soucis dans cette proposition de valeur. Mais déjà, si on prend grosse maille, entrepreneur et chef d'entreprise, c'est pas du tout la même taille de boîte. Je suis pas sûr qu'un entrepreneur, par exemple, qui est tout seul et est chef d'entreprise d'une boîte du CAC 40, a les mêmes problèmes d'infrastructure. Okay. On a une cible trop large. Et c'est quoi? Quand on va aller prospecter notre entrepreneur, même s'il a une petite équipe et qu'on va aller prospecter, entre guillemets, notre CEO, je sais pas, d'une PME de 200 personnes ou de Neti de 1000 personnes, est-ce qu'on va s'adresser pareil? Est-ce qu'il aura les mêmes problématiques? Non, ça va se voir tout de suite, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Donc la cible est beaucoup trop large ici, en plus d'autres problèmes qu'il peut y avoir dessus. Déjà, les entreprises et les startups à développer des solutions basées sur l'IA. La vérité, c'est que cette proposition de valeur pouvait avoir du sens il y a quelques années. Parce qu'on était sur ce qu'on appelle un mécanisme unique, hein, donc basé sur l'IA, qui était un peu nouveau, qui était neuf, qui n'était pas vu énormément. Donc il y a l'effet un peu nouveauté en marketing qui est très puissant et ça pouvait marcher. Maintenant en 2026, faut aller plus bas. Faut aller plus bas. Petit nota bene que j'aurais dû faire très très important, j'aurais dû le faire en début de la vidéo. Toutes les propositions de valeur que je vous montre que j'ai trouvées sur LinkedIn ne disent rien sur la santé financière de l'entreprise. Ça se trouve, il y a des gens qui ont des propositions de valeur qui se sont éclatées, mais leur entreprise fonctionne très bien. Je l'explique juste sur le papier. Si je regarde que ça, qu'est-ce que ça peut impliquer derrière? J'aide les équipes à accélérer leur développement et leur efficience dans l'usage des outils et de l'IA. Plusieurs problématiques dans cette proposition de valeur. Les équipes. Quelle taille? Start-up de 5 personnes, on est OK. Grand groupe avec 8000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes, c'est pareil. D'autres problèmes en plus. Développement, ça veut dire quoi? Efficience, je comprends rien. Usage des outils, lesquels en plus il y a de l'IA. Il y a plusieurs problématiques dans cette proposition de valeur.
C'est sûrement une personne qui a voulu ratisser large parce qu'elle sait faire beaucoup de choses, mais c'est une énorme erreur de ratisser large, hein. Pas pour se nicher, c'est juste que cette proposition de valeur, bah, va vous obliger à prospecter les entreprises de toute la France. Ça fait beaucoup. Et étant donné que vous n'êtes pas très précis sur le type de développement, l'efficience que ça veut dire, type d'outils et compagnie, vous allez faire des messages de prospection qui vont refléter votre positionnement, votre proposition de valeur. Si votre proposition de valeur est trop large, votre prospection et vos messages de prospection seront trop larges, trop creux, trop vagues et donc pas impactants et donc on ne va pas y répondre. C'est un lien, c'est très simple. La catégorie numéro 3, l'overdose de problèmes. Il y a des indépendants, des fois, ils arrivent et ils veulent résoudre les problèmes de la terre entière. Sûrement parce qu'ils savent faire beaucoup de choses aussi. Mais une fois de plus, c'est la problématique numéro 1 que j'ai chez toutes les personnes que j'accompagne avant que je commence à travailler avec eux dans le cadre de mon programme, c'est qu'elles ont fait beaucoup de choses. Quand tu arrives, tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans d'expérience, tu as fait énormément de choses. Donc tu dis, je vais tout proposer. Après, ça sera à mon client de choisir. C'est exactement l'inverse qui va se passer, hein, pour les sujets dont on a discuté juste avant. Votre proposition de valeur va être floue, votre prospection va être floue, vous ne saurez pas qui adresser, etc., etc. J'ai les entreprises à structurer, gérer et exploiter leurs données pour des performances optimales. Donc optimal, on retrouve la partie LLM. Structurer, gérer, exploiter, données très larges. Waouh, tout est large là. Tout est large, beaucoup de problèmes, on ne sait plus où on en est. Chez les entreprises à développer des solutions basées sur l'IA, à automatiser leur workflow et à faire évoluer leur infrastructure de données. Waouh. C'est une personne qui est sûrement gourmande, qui sait faire plein de choses, trop de choses. On va développer des solutions basées sur l'IA. Donc déjà, c'est pas un petit morceau, c'est monstrueux. Automatiser leur workflow, c'est un autre pan qui est monstrueux. Faire évoluer leur infra de données, un autre pan qui est monstrueux. Oui, il y a peut-être des liens, etc. Mais c'est trop de choses en parallèle. Trop de choses. Faut nicher. Faut nicher. Une fois de plus, à quoi ça sert le positionnement? Le positionnement, c'est un outil marketing. Ça vous sert à attirer l'attention de votre prospect pour ensuite l'avoir en call. Quand vous aurez en call votre prospect, vous pourrez parler de tout et n'importe quoi. Vous pourrez creuser des problématiques au-delà de votre proposition de valeur stricte. C'est là où c'est intéressant. Mais c'est dans ce sens qu'il faut le faire. Il faut partir d'un truc pointu pour quand vous arrivez en call, élargir, plutôt que de partir d'un truc large et espérer que votre prospect va choisir parmi l'hypermarché que vous lui avez proposé. J'ai les entreprises à optimiser leur infrastructure, à développer des logiciels et des applications performants. On fait tout là. On fait tout. Je pense qu'on peut aussi lancer une fusée sur la Lune. On fait tout. Voilà. Une fois de plus, même problématique. Donc faites attention à l'overdose de problèmes. C'est souvent une grosse problématique chez les gens qui veulent ratisser large et qui savent faire beaucoup de choses. Ça, une fois de plus, c'est une problématique très classique. Il faut juste se baser sur prenez un problème en particulier que vous avez résolu de façon récurrente dans votre expérience. Aidez-vous de prenez votre CV, prenez votre profil LinkedIn, donnez ça à manger à n'importe quel LLM, mettez-le dans le rôle d'un spécialiste en positionnement, blablabli, blablabla. Il va commencer à vous sortir des problèmes que vous avez l'habitude de résoudre. Bon, basez-vous dessus, tout simplement. Ça, bien évidemment, c'est des choses que je fais avec beaucoup de détails avec les personnes que j'accompagne, mais je vous donne un peu les grandes lignes de comment avancer. Catégorie 4, parce que j'ai dit beaucoup de mal des gens. Une fois de plus, je trouve qu'ils ont des boîtes qui fonctionnent très bien, bien sûr. Et on est là pour évoluer. Les propositions qui ont du potentiel. Là-dedans, il y a des bonnes choses. Et je vais expliquer ce qui est bien. J'aide mes clients à tirer le maximum de valeur de leurs données. Trop large. Par contre, grâce au machine learning. Grâce au machine learning, pourquoi c'est intéressant? Machine learning, c'est-à-dire que cette proposition de valeur est extrêmement large, okay, mais on arrive avec un mécanisme unique, c'est-à-dire une façon de faire les choses qui est peut-être un peu innovante. Pas forcément dans ce cas-là, mais à l'époque, j'avais aidé un indépendant, j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est simple. On, on- on était parti sur une proposition de valeur où on allait aider justement les directions commerciales, des CEO à générer plus de clients grâce à une méthodologie spécifique utilisée en data science et en data engineering. Voilà. Il y avait un nom spécifique, etc. Étant donné que bah, les CEO ils sont bombardés de boîtes qui veulent les aider à trouver des clients, si on arrivait avec un truc générique, ça marche pas. Mais comme on a un mécanisme unique qui détonne, qui sort de l'ordinaire, il y a moyen de faire des choses intéressantes. D'ailleurs, les personnes qui font du data engineering ou de la data science, vous pouvez faire des super choses dans le domaine du marketing, dans le domaine du commerce, des directions commerciales, etc. Il y a des super choses que vous pouvez faire dans le domaine industriel, des bureaux d'études mécaniques, machines spéciales, etc. Dans le domaine des RH, il y a des choses magnifiques à aller faire avec les compétences que vous avez
en data engineering ou en data science. Déjà, les entreprises à réduire jusqu'à 70% leur coût d'infracloud grâce au FinOps. Celle-là, elle est classique, mais elle est très bien. Qu'est-ce qui est bien dedans? Pourquoi elle a du potentiel? Déjà, éléments chiffrés, 70%. Bien évidemment, ne montez jamais sur vos éléments chiffrés, c'est important. Leur coût d'infracloud, c'est assez clair, grâce au FinOps. Bon, on pourrait être plus précis sur FinOps, que ça fait un peu large. La vérité, c'est que même là, entreprise, ça me dérange pas qu'on soit pas plus spécifique, parce qu'on est déjà spécifique sur ce qu'on peut faire gagner, leur coût d'infracloud, etc. Ça tient pas. Donc là, on a déjà une bonne base dessus. Potentiellement, si vraiment vous voulez sortir de l'ordinaire, mais ensuite, enfin plus détonner, ensuite, il faut voir ce qu'on appelle le TAM, donc le Total Addressable Market, la taille de marché. On pourrait peut-être se nicher davantage sur l'entreprise. Par contre, à voir, hein, si le but le but c'est de se retrouver avec 3 entreprises en France, peut-être pas forcément intéressant. Et déjà une bonne base. J'ai les dirigeants de TPE du bâtiment à mettre en place une orga dans leur entreprise. Ce que j'aime bien, très simplement, dans cette proposition de valeur, c'est la cible. J'aime beaucoup la cible. C'est pas une cible qu'on voit très souvent attaquée par les free dans la tech, dans l'industrie, ce qui est très dommage, je ne le vois pas souvent. Dirigeant de TPE du bâtiment, vachement intéressant. Est-ce que c'est une boîte qui est facilement adressable sur LinkedIn? Pas sûr. Peut-être que c'est une cible qui est plus adressable peut-être en cold call, hein, par téléphone. Ça, c'est pas quelque chose que je fais moi, mais il y a des gens très bons qui font ça. Peut-être que par le mail, ça fonctionnerait mieux, etc. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la cible. Là, ça mérite beaucoup plus de spécificité là-dedans. En tout cas, la cible, j'aime beaucoup. Donc là, il y a des choses intéressantes à aller faire. J'ai des entrepreneurs à impact positif à sortir un MVP rapidement pour gagner leur premier client et lever des fonds. J'aime beaucoup cette proposition de valeur. Déjà, les entrepreneurs à impact positif. J'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment une niche très spécifique. Impact, ça peut être impact social, ça peut être impact de ce qu'on veut, écologique, etc., etc. Sortir un MVP, donc on s'adresse vraiment à du early stage, on résout un problème spécifique. Rapidement, moi j'aurais rajouté un élément chiffré, moins de 30 jours par exemple, hein, pour gagner leur premier client, ça c'est l'impact positif de résolution du problème, et lever des fonds. Lever des fonds, je l'aurais peut-être pas mis ici, parce que le problème immédiat que l'on résout, c'est vraiment gagner leur premier client. Et peut-être même que gagner leur premier client, c'est peut-être pas forcément euh, la façon dont ils formulent leur problème, les entrepreneurs à impact positif. Voilà. Mais celle-là a beaucoup de, 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 de potentiel par rapport à, entre guillemets, hein, l'exotisme de la cible, un problème MVP, on rajoute un élément chiffré, on est déjà très bon. Sur les entreprises bancaires et fintech à scaler leur réparation grâce à l'IA d'automation intelligente. Celle-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que bancaire et fintech, c'est une cible que j'aime bien, euh, préférence personnelle, qui est facilement adressable. On peut la trouver très facilement sur Sales Navigator, etc., etc. Scaler leur opération, bon, peut-être que c'est un terme, un verbatim qui est connu dans ce monde ou de façon générale dans ce genre de boîtes qui sont en train de scaler. Si c'est pas forcément connu, peut-être ajouter plus de spécificité là-dedans grâce à l'IA. Ça, c'est notre mécanisme unique qui est intéressant. Peut-être que maintenant, l'IA faudrait peut-être être plus spécifique sur le type d'IA qu'on peut utiliser potentiellement. Et l'automatisation intelligente. Bon, intelligente, je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, j'aime beaucoup la cible. J'aime beaucoup l'aspect scalé. Et ce qui est important aussi, c'est que sur 16 Navigator, on peut trouver les boîtes qui sont dans la fintech qui sont en train de scaler. On peut les trouver. Plus sur d'autres sites, on peut trouver ces boîtes. Donc elles sont facilement adressables. Donc on va pas aller prospecter l'ensemble des boîtes qui sont dans le bancaire ou dans la fintech, mais on va les viser spécifiquement la petite partie qui sont en train de scaler. Et là, on est intéressant parce que là, on a de l'adressabilité et on va pas s'épuiser pour rien. J'accompagne mes clients pour déployer d'applications cloud basées sur des architectures MACH. Bon, là j'aime bien, c'est la typologie d'application, bon, qui est un peu spécifique. Architecture MACH. Le seul risque, c'est attention à qui on s'adresse. Euh, c'est très niche. C'est très niche. Ça a du potentiel. Ça me choque même pas qu'on soit pas spécifique sur le type, sur la typologie de client. On est déjà très spécifique là-dedans. Curieux de savoir si ça marche bien ce genre de positionnement. J'aimerais bien savoir. Faudrait que je contacte la personne un jour. Chez les entreprises à mesurer, réduire et communiquer l'impact environnemental de leurs produits. J'aime bien ça là pour une raison qui est très simple. C'est que je n'ai jamais vu de proposition de valeur comme ça. Et donc le problème qu'on résout dans cette proposition de valeur, c'est le fait de réduire, enfin, mesurer et réduire, en particulier, l'impact environnemental. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est un problème qui est douloureux? Que c'est bien beau de dire oui, écologie, etc. Mais quelles sont les actions qui sont vraiment faites derrière? Et surtout, est-ce que les boîtes sortent le chèque, sortent la carte bleue pour résoudre ce genre de problème? J'imagine que oui, c'est pas un domaine que je connais du tout.
En tout cas, j'aime bien la spécificité du problème. J'aime beaucoup. Une fois de plus, pas forcément besoin du tout de se nicher sur l'entreprise, on est déjà très bien comme ça. J'aide de PME à automatiser leurs tâches administratives en créant des outils web sur mesure, sécurisés et simples d'utilisation. J'aime bien aussi. J'aime bien l'aspect automatiser tâches administratives. Potentiellement, j'aurais peut-être été un peu plus spécifique sur ça. Soit spécifique sur le type de PME, soit spécifique sur le type de tâches administratives. Voilà. Outils web sur mesure, sécurisés et simples d'utilisation. Il y a beaucoup de SaaS qui sont extrêmement ciblés dessus. Là, on est vraiment sur du sur mesure, sur mesure. Là, peut-être que là, dans le monde actuel, sur du vibe coding, etc., peut-être que ce genre de proposition de valeur mériterait à être plus spécifique que ça, clairement. Mais en tout cas, on a les bons ingrédients pour pouvoir avancer sur tout ça. Voilà, je vous ai montré les différentes catégories. Prenez votre proposition de valeur, essayez de la challenger par rapport à ça. Il faut vraiment arriver à un niveau de spécificité qui soit cohérent. La meilleure façon d'avoir une proposition de valeur solide, c'est de faire des interviews persona, d'échanger avec des personnes de votre cible pour comprendre comment ils résolvent leurs problèmes, pour comprendre euh, ce qu'on appelle les fausses solutions, c'est-à-dire comment ils s'y prennent, les alternatives qu'ils utilisent pour résoudre le problème, pourquoi ils utilisent ces alternatives, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui dans la façon qu'ils ont de résoudre, pourquoi ça leur convient pas parfaitement d'utiliser ce genre d'alternative, à quel point le problème il est douloureux, le problème perdure pendant 6 mois, un an, est-ce que c'est vraiment douloureux ou pas pour eux, et qu'est-ce qui les empêche vraiment de résoudre ce genre de problème, les obstacles de résolution du problème. C'est tout ça ensuite qui va vous permettre d'avoir une proposition de valeur qui soit solide. Le plus important, c'est de faire plusieurs interviews persona pour avoir de la récurrence dans le type de problème qu'a votre cible et viser une cible qui soit plutôt précise. Et ensuite, on peut en sortir une proposition de valeur qui soit cohérente, etc. Dans le cas du B2B, pur et dur, bien évidemment. La vérité, c'est que si on veut bosser sur une proposition de valeur, on peut le faire en 1 minute sur un LLM, mais on risque de tomber dans des phrases creuses, etc. Euh, la douleur qui est pas forcément la douleur, pas forcément bien formulée, une incohérence entre euh, la cible et le problème que l'on résout, avec un problème d'échelle, etc. Encore plein de problèmes. La meilleure façon, même en 2026, c'est toujours de discuter avec des êtres humains. C'est comme ça que ça marche. Et petit tip avant de vous laisser, les interviews persona sont une formidable façon de vendre, parce que c'est une façon déguisée pour prospecter. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt. Si le sujet du fractional vous intéresse, vous m'envoyez un petit message. Ça, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est une petite goutte d'eau par rapport à ce qu'on fait bien évidemment dans le programme où on rentre en beaucoup plus de détails. Donc, si vous avez des soucis sur votre positionnement et que vous vous dites, bon, vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin, le valider correctement, etc., pour bien lancer ma prospection derrière, un petit message sur LinkedIn et je vous réponds avec plaisir. Voilà, voilà, à très bientôt.